C'est bon. Bonjour madame. Bonjour. Je voudrais bien vous poser quelques questions concernant l'immigration et les cours de fleu en général. D'accord. On va parler de la France, sachant que la France est considérée comme terre des droits de l'homme. Et à travers l'histoire de la France, elle a connu beaucoup de vagues migratoires. Et ce sujet-là a fait toujours des débats à travers le temps. Et nous avons constaté que certains pays sont pour et certains pays sont contre. Par exemple, le Canada ou bien la Hongrie. Le Canada, elle est pour l'immigration choisie et elle constate que ça peut être une solution au problème de pénurie de main-d'œuvre. Par contre, la Hongrie constate que l'immigration, c'est une menace. Donc, je voudrais bien vous poser la première question. Comment la France s'est adaptée à ce phénomène? C'est une vaste question. C'est vrai qu'au début, les gens surtout les étrangers, ils sont venus en France par vagues, comme vous l'avez dit, et principalement pour le travail. Mais la France a toujours été ce qu'on appelle France terre d'asile. La France, elle a toujours accueilli aussi depuis toujours. Depuis le Louis XIV, etc., le XVIIe siècle, et peut-être même avant, elle a accueilli des gens qui étaient persécutés dans leur pays. L'évolution, c'est vrai que d'abord, on a, comme je disais tout à l'heure, on a beaucoup, entre guillemets, utilisé les étrangers comme main-d'œuvre pour travailler dans les champs, pour travailler dans l'industrie. Et petit à petit, l'immigration est devenue une préoccupation de l'État. Et on a essayé de trouver petit à petit des solutions, d'abord pour les accueillir correctement, ensuite pour les loger correctement, ensuite pour qu'ils restent en France, avec par exemple des droits de séjour. Oui. Et aussi, on leur a appris la langue depuis quelque temps. Ça, c'est beaucoup plus récent, c'est depuis 1970 à peu près qu'on a pris conscience qu'il fallait que les gens apprennent la langue pour se débrouiller, pour s'insérer dans la vie et aussi pour trouver du travail plus facilement et peut-être un autre travail que ceux qui faisaient auparavant. D'accord. Merci. Pour la deuxième question, les établissements en France sont-ils prêts à accueillir des étrangers, sachant que le gouvernement actuel ferme des écoles? Alors, il y a plusieurs cas de figure. D'abord, il y a des associations qui s'occupent beaucoup d'étrangers et qui les accueillent et qui les forment gratuitement. Et puis, c'est vrai que pour l'éducation nationale, il y a quand même des écoles pour les enfants, et notamment des écoles primaires et des collèges qui accueillent, il y a des classes spécifiques pour ces enfants non francophones, les enfants qui viennent d'arriver en France. Donc moi je pense que quand même la France essaie au mieux de les accueillir, mais il n'empêche que depuis quelques années, il y a un peu moins de formation linguistique pour les migrants. Auparavant, j'ai travaillé pendant de très nombreuses années dans une association qui s'occupait de réfugiés et les réfugiés politiques. Et les réfugiés avaient une formation spécifique, par exemple, pour se débrouiller dans la vie, pour le français dit de communication, pour s'occuper de leurs enfants, pour comprendre le système scolaire, pour comprendre le système administratif en France, pour faire les démarches de la vie quotidienne de façon plus facile. Et cette association, par exemple, ne donne plus du tout de cours. L'État a supprimé les subventions pour ces personnes-là au niveau de la formation depuis 2005. Donc il faut qu'ils trouvent d'autres moyens et d'autres centres de formation pour apprendre le français. Donc c'est vrai qu'il y a une volonté, je pense, de l'État de vouloir aider les personnes à s'insérer par le moyen notamment de l'apprentissage de la langue, mais il y a aussi des restrictions budgétaires et des choix budgétaires, de budget qui font que malheureusement on supprime et des postes de profs et des centres, enfin des lieux pour que les personnes, pour que les étrangers puissent apprendre le français d'une façon correcte. Donc
l'école française n'est pas vraiment... Alors, c'est pas qu'elle soit pas prête, c'est que je pense que c'est difficile. C'est difficile. On peut pas dire qu'elle est pas prête, puisque quand même il y a des écoles, il y a des classes spécifiques qui existent pour les enfants non francophones. Voilà. Donc on peut pas dire qu'il y en a pas, mais c'est difficile. C'est difficile. Et bon, je pense qu'il y a un problème de politique, de choix politique, et un problème de budget. D'accord. C'est sûr. Une troisième question. Selon vous, les enseignants ont-ils besoin d'une formation pour enseigner la laïcité? Vaste débat. Je ne sais pas si on peut enseigner la laïcité, mais essayer de faire découvrir en France qu'on n'a pas les mêmes valeurs que chez eux, c'est sûr. Il me semble que c'est... Alors peut-être leur enseigner, peut-être leur dire comment présenter la chose, peut-être. Ouais. Ça me paraît nécessaire parce que pour nous c'est automatique, c'est normal. On vit dans un monde laïque, mais il faut comprendre qu'ailleurs ça se passe pas comme ça. Donc on peut être nous-mêmes enseignants un peu brutaux ou maladroits, mais je pense qu'effectivement il faut peut-être donner aux enseignants la façon de faire, comment s'y prendre, sans heurter, tout en étant, à mon avis, ferme sur ce point-là. D'accord. On va passer, je vais vous dire des citations des étudiantes étrangères. Il y avait une Canadienne, une Sud-Africaine, une Albanaise et une Saoudienne. Elles sont ici en France pour apprendre le français. Ouais. Et elle me disait par exemple, une d'entre elles, l'administration française ne nous propose pas les mêmes services que les Français. Et à une autre, elle m'avait dit, j'ai découvert qu'en France, c'est pas bien de contredire ton patron. Une troisième, elle m'avait dit, mon voile est interdit dans certains endroits alors que je n'ai rien fait de mal. Et la quatrième, elle m'avait dit, la société française est fondée sur la compétition, mais pas l'entraide. Que pensez-vous? Ce n'est pas contradictoire à la devise française? Là, c'est un peu plus... Alors, la première citation, c'est quoi? On avait dit, l'administration française ne nous propose pas les mêmes services que les Français. Alors, ça aurait été intéressant qu'elle donne un exemple. Lesquels? Parce que ça, c'est... Quel service? Quel service? En fait, elle parlait des propositions de stage, et sachant qu'elle est étrangère, donc un Français en France, il a beaucoup plus de facilité à trouver un stage, et un bon stage rémunéré, qu'une étudiante étrangère. C'était dans cette optique. Ouais, normalement, s'il est en situation régulière, s'il a tous ses papiers, il n'y a pas de raison. Maintenant, c'est sûr que le délit de faciès, ça, c'est... Oui, c'est un délit. C'est sûr. Mais normalement, oui, elle devrait pas être stigmatisée, c'est sûr. D'accord. Et la deuxième, c'était, j'ai découvert qu'en France, c'est pas bien de contredire son patron. Ouais, il faut y mettre les formes. Mais à quelque niveau que ce soit, que vous soyez étranger ou pas étranger, c'est la même chose. On peut discuter. Oui. Là aussi, mettre les formes. Mais on peut ne pas être d'accord avec son patron, c'est sûr. Il y a une certaine façon de faire. Il ne faut pas être brutal. Je ne sais pas qui c'est qui vous a dit ça, mais si c'est la Canadienne, je suppose qu'au Canada, c'est un peu la même chose aussi. Enfin, mais ça me semble international, ça. C'est vrai que bizarrement, c'est la Canadienne. Ouais. On dirait que vous connaissez la personne. Non, je sais pas qui c'est, mais peut-être, je me dis ça parce que peut-être que dans la culture canadienne, il y a moins cette idée de hiérarchie que chez nous. Voilà, c'est peut-être à cause de ça, donc ça l'a peut-être surprise, oui. D'accord. Et la troisième, c'était mon voile est interdit dans certains endroits alors que je n'ai rien fait de mal. Oui, mais bon, ça c'est le grand débat, le voile. Et c'est vrai que c'est interdit dans certains établissements et qu'on ne peut pas travailler parce qu'on porte le voile. Ouais. Bon, mais ça, c'est notre législation. Si moi, je vais dans un pays musulman ou à forte pression, entre guillemets, musulmane, par exemple en Arabie Saoudite, je ne vais pas être habillée comme je suis habillée aujourd'hui. Hein, donc, il faut que je respecte aussi l'endroit où je me trouve.
Je suis partie à Abu Dhabi là, il y a quelques semaines. Bon, ben, il y a des endroits où je me suis pliée à la tradition parce qu'il était hors de question que je me promène en tenue européenne un peu plus décontractée ou un peu plus découverte que la population locale. C'est sûr. D'accord, la dernière c'était la société française est fondée sur la compétition, mais pas vraiment de l'entraide. Ouais, je sais pas. Ben, ça dépend un peu des secteurs. Parce que quand même, notre société française, elle a aussi il y a beaucoup d'associations qui s'impliquent justement dans l'entraide et dans l'aide aux plus défavorisés. Après la compétition, je ne crois pas que ce soit pire qu'aux États-Unis, par exemple, où là la compétition elle est très très dure. Oui, c'est vrai qu'il y a de la compétition, mais il me semble que quand même, il y a aussi beaucoup d'associations qui aident les gens. Alors peut-être que l'État se décharge sur ces associations et ne prend pas assez ça en compte, mais oui, c'est contradictoire tout ça. D'accord, merci. On va changer un peu de sujet, on va passer à l'écologie à peu près. Donc, pendant la première conférence des Nations Unies sur l'environnement qui a eu lieu à Stockholm en 1972, la France avait fait profil bas, entre guillemets, au lieu de jouer un rôle de premier plan, car le gouvernement français avait programmé une série de tests nucléaires dans l'atmosphère du Pacifique Sud. Les tirs étaient prévus pour 1973, donc l'année suivante. Il y avait des militants néo-zélandais ont formé une petite flotte pour protester contre les essais nucléaires français. Des décennies après, là, on va parler de la COP 21 Paris 2015. Là, c'est un changement radical, on va dire. Un accord historique qui prévoit de limiter l'augmentation de la température à 2 degrés, voire d'aller vers l'objectif de 1,5. Et c'est, on va dire, grâce à la France qui a guidé ou qui a encouragé tous les pays à signer cet accord. Donc selon vous, l'éco-citoyenneté ne devrait pas avoir la même importance que la devise et la laïcité en cours de fleu? Oui, en fait, c'est deux choses complètement différentes, mais à mon avis, effectivement, tout ce qui est écologie, on devrait vraiment en prendre conscience et en faire prendre conscience aux gens. Oui, à respecter l'environnement, le tri, toutes ces choses-là, oui, qui petit à petit, enfin moi j'ai voyagé à l'étranger, oui. Je vois ailleurs un peu comment ça se passe, il y a des pays qui ne sont pas du tout dans cette politique-là ou dans cette conscience-là, mais faire prendre conscience aux gens que respecter la nature, c'est hyper important, oui, je suis entièrement d'accord, pour moi c'est aussi important que les devises, oui, oui, tout à fait. Pour moi c'est très très important. Parce que c'est notre futur, c'est le futur de nos enfants, et oui. Et les étrangers, quelquefois, ils ne savent pas parce que chez eux, ça ne se fait pas. Exactement. Ils n'ont pas cette idée-là, ils n'ont pas du tout cette mentalité-là ou cette éducation-là. Donc, c'est une éducation. Il faut absolument que tout le monde, oui, en prenne conscience. Tout à fait. D'accord, merci. Une dernière question avant de finir. Là, c'est une citation d'un prof de mathématiques. Il disait « Moi, je ne sais pas si c'est encore possible d'être enseignant aujourd'hui. Enfin, enseignant comme je l'entends. On a trop de choses à gérer. On nous demande tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, un prof, il doit être prof, bien sûr, mais aussi éducateur, animateur, psychologue, assistante sociale. Je passe sur toutes les dimensions politiques qui font qu'on doit aussi apprendre à naviguer en haut, trouble, pour avoir des moyens. Donc apparemment, là, c'était dans le cadre de l'intégration au problème de violence ou de délinquance dans les collèges, ici en France. Il y avait une comparaison entre les collèges en France et les collèges au Brésil. Donc on voit que ce problème d'intégration n'est pas associé seulement aux étrangers, mais parfois on peut trouver des adolescents ou des... exactement difficiles en France et qui sont français, mais ils ne trouvent pas leur place. Donc, selon vous, faut-il pas vraiment, au lieu de culpabiliser les enseignants sous prétexte de faute professionnelle, faut-il pas changer le programme scolaire ou l'adapter à cette nouvelle population multiculturelle pour assurer l'intégration sociale en France?
Oui, sans doute l'adapter. Après, moi, je suis très très mal placée parce que j'ai beaucoup de chance. Là où j'enseigne, j'ai pas du tout ces problèmes-là. Oui. Hein, donc bon, ce sont des adultes étrangers, mais qui sont très motivés par l'apprentissage. Donc, même si je dois faire un peu l'assistante sociale pour aider certaines personnes dans les démarches, comme ça a pu m'arriver, ou si je dois être psychologue, ce qui me semble quand même évident quand on est, enfin psychologue entre guillemets aussi, hein, quand on est enseignant, il faut être très sensible à ce qui se passe autour. Pour pas justement créer de tension, pour que le cours se passe bien, qu'il y ait une unification, une harmonie, une dynamique du groupe. Ça, c'est sûr qu'il faut être un peu psychologue, mais je suis mal placée pour être à ce point, enfin pour avoir c'est les termes. J'arrive pas à dire ce que je veux, mais je suis très mal placée, oui, pour ressentir ce que ressent cette personne. Voilà, parce que nous, on n'a pas du tout un public comme ça ici. Les gens sont motivés, les gens, ils ont envie d'apprendre, ils sont curieux, ils sont sociables en général, ça se passe plutôt bien. Il y a un échange qui se crée entre eux et avec le prof, c'est vivant, donc je suis mal placée pour répondre à cette question. D'accord, donc je vous remercie de m'avoir accordé ce rendez-vous. Un peu utile. Non, vous êtes très utile, merci beaucoup. Merci.